Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. J'ai fait un petit sondage hier. J'ai demandé aux gens ensuite. Parce qu'il y a vraiment. Il y a encore une fois, on n'est jamais capable de s'entendre. Il y a des gens qui. Puis je l'ai parlé sur le Prime en ouverture avec Jerry et Mr. White aujourd'hui, mais je suis le premier à frapper sur Québécois quand ils font 52 textes sur PSPP. Mais de temps en autre, quand ils font leur job, puis ils devraient faire ça tout le temps. Quand ils font leur job, ben moi, vu que je suis un gars qui est honnête, je le dis, même si je les déteste. OK? Donc, quand ils font un bon coup, je le dis. Ils ont un très bon coup aujourd'hui. Parce que les gens comme nous, je ne sais pas comment vous voulez nous étiqueter, des gens plus conservateurs, des gens plus à droite, des pirates, etc. Appelez-nous comme vous voulez. Mais moi, je dis qu'on est les meilleurs. OK? Appelez-nous les bons. Parce que nous autres, appelez-nous les gentils aussi. Parce que nous autres, on est gentils parce qu'on défend tout le monde. On défend tout le monde. On n'est pas en guerre contre plein de monde qu'on ne connaît pas. C'est la grosse différence entre la gauche folle et la gauche pas fine et la gauche sans cœur, c'est que les fameux pirates qui font capoter tout le monde, ils ont un cœur, ils ont un gros cœur, OK? Puis la majorité des pirates, OK, ne seront pas touchés par la nouvelle règle de Justin Trudeau que lui-même connaît. En passant, Justin Trudeau ne comprend rien de la règle. Non, il ne comprend rien de la règle. Justin Trudeau et Christopher Freeland. Christopher Freeland ne comprend rien non plus. C'est une journaliste, là. C'est pas quelqu'un de finance, là. Elle ne comprend rien. Il n'y a pas plus bête qu'un journaliste. Puis, ce que je veux dire, c'est que la majorité des pirates et des gens conservateurs et de droite ne sont pas touchés par la nouvelle tentative du fédéral d'aller chercher de l'argent dans les poches du monde. Pour dépenser plus encore. Parce qu'il y a un problème. Eux autres, il y a un problème. Ils n'ont pas un problème de revenus, ils ont un problème de dépenses. Ils ont un gros problème de dépenses. Donc, j'étais content de voir. Parce que c'est facile, quand ça ne nous touche pas, d'être indifférent à une nouvelle de même. Ah, moi, j'ai pas d'argent en bourse, j'ai pas de chalet, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Moi, le gain en capital, ça me touche pas. Donc, vu que ça me touche pas, I don't care. Ben, c'est la raison pourquoi je suis fier des pirates. C'est que les pirates, d'abord, on n'a pas de groupe pour se parler avant d'aller sur les tribunes publiques pour dire quelle idée on aura. C'est ça la beauté. C'est qu'on n'a pas de moyen de se parler. C'est juste qu'on va sur la place publique, puis comme par hasard, même si on ne se connaît pas tous, on est juste identifié par des drapeaux pirates. Comme par hasard, on arrive à la même conclusion avec les mêmes idées. Et c'est extraordinaire parce que probablement 95% des pirates n'en ont pas de gain en capital. Mais ça les écœure pareil de savoir que ceux qui en ont vont se faire jouer dedans par le gouvernement, qui vont prendre cet argent-là puis vont en crisser dans le feu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les pirates, ils ont un fond, sont loin d'être égoïstes, sont loin de juste penser à eux. Ils pensent un peu à tout le monde. Et ça, c'est un réflexe de gauche. En tout cas, de ce qu'on nous a appris. Ce qu'on nous a appris, là, quand on était tous jeunes. Bon, les gens comme nous autres, enfin, ils parlaient de Québécois. Les Québécois, on est plus des gens social-démocrates, le filet social, etc. On a toujours vendu les gens à gauche, c'est des gens de cœur, puis c'est des bonnes personnes, puis c'est des gens qui sont gentils. On a toujours vendu ça. Plus on s'éloigne de la gauche, plus ce sont des gens égoïstes, pensent juste à eux autres. C'est pas vrai zéro, là. Pas vrai zéro, là. Pour le collectif, la gauche, c'est des salauds, là. Parce qu'eux autres, c'est le collectif qui prime.
Oui. Et même s'il faut que tu piles d'en face de quelqu'un pour améliorer le collectif, ils vont le faire. Là. Ils vont le faire. Oui, ils vont le faire. C'est ça qui prime pour eux. L'individu, il est juste là pour être tordu à leurs yeux. OK? D'abord que quand je le tords, je gagne. Tords qui tu veux. Ben, la gang de gauche, des salauds de même. Là. Et c'est les gens de gauche, je les voyais. Je n'ai pas vraiment intervenu. Tu sais, à un moment donné, vous le voyez, je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de tweets, sur X. J'en fais pas énormément. Je ne suis pas vraiment sur Facebook. Je devrais y aller un peu plus, mais on fait quand même, avec la production, là, puis la préparation, on fait quand même 6-7 heures de préparation. Donc, quand ça finit, c'est un peu brûlé, là. Mais je le vois pareil, tu sais, de temps en autre, je vais feuilleter plus que je vais intervenir. Et j'ai vu que la gauche est toute contente. Là. Oh, yes! Hey, comment on peut être contre ça, le gain en capital, là, puis plus d'argent qu'on va chercher, puis t'as bien beau leur expliquer que plus tu t'en vas attaquer les gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent l'investir, plus tes écœurs, plus ils vont aller ailleurs, plus tu vas faire ce genre de règles-là, plus tu vas appauvrir ta place, moins tu vas encourager l'investissement, moins tu encourages l'investissement, moins tu encourages la productivité, moins il y a de productivité, plus tu es pauvre comme peuple, etc. etc. T'as bien beau, ils ne comprennent rien. Okay? Ils ne veulent pas comprendre parce qu'eux autres, ils ont une idée préconçue que tout l'argent qu'on a, puis plus on est riche, tout l'argent qu'on a appartient à tout le monde. Ça appartient pas à la personne, ça appartient pas à une compagnie, ça appartient... Non, ça nous appartient. OK? Ce que toi t'as produit, les efforts que t'as faits, c'est à moi. C'est une drôle de vision, pareil. OK? Puis, là, je me disais, mais voyons, ils sont all fucking wrong. Parce que moi, là, quand il y a eu cette rumeur-là, le premier exemple que j'ai pris l'idée d'un jeune homme de 30 ans qui, avec sa blonde, regarde qu'est-ce qu'ils peuvent se bâtir comme fonds de retraite. Puis si je me fie à mes chums du temps, puis ce que moi j'ai fait aussi, on a acheté de l'immobilier, puis on a mis du monde dans des appartements, puis on a fait. J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça aux États-Unis, j'ai fait ça au Québec, j'ai fait. Puis j'ai des chums qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres. Il y en a qui ont commencé avec 4 portes, ils ont commencé avec 8 portes, ils ont monté ça à 16 portes. Il y en a qui ont monté ça à 400 portes. Bon, quand ça arrive à 400 portes, c'est une autre game. Ça devient une compagnie, tu as des employés, etc. Mais la majorité de ceux qui bâtissent des appartements, quand moi j'étais jeune, c'était du monde comme nous autres. Oui. C'était des salariés qui s'achetaient un terrain, puis qui faisaient ça avec leurs frères, puis bâtissaient un bloc. Puis il y avait 2 appartements dans le sous-sol, il y avait 2 appartements au premier, il y avait 2 appartements au deuxième, ils faisaient 6 appartements. Louaient ça 350$ par mois. Puis une place neuve, là. Puis là, avec ça, ils disaient, écoute, ça c'est mon fonds de retraite. Mais aux yeux de la gauche, c'est juste des milliardaires. C'est juste des... Oh, le capital, le gain en capital, c'est juste des gens... Puis c'est 250 000, hein? C'est 250 000 et plus, là. Je veux dire, c'est pas de monsieur tout le monde, là. Mais je on sait pas. Le but, c'est de motiver, surtout dans une crise d'habitation, le but, c'est de motiver quelqu'un de 30 ans qui a un salaire pas pire, qui travaille, mettons, sur la construction, de s'acheter un terrain, puis de bâtir un bloc pour 6 appartements. On vient de régler le cas de 6 familles qui cherchent une place à vivre. Le but, c'est d'encourager ça. Mais là, on vient de les décourager. Moi, c'est mon point, moi. Quand ça a sorti avant que le budget sorte, ça, c'était mon point. Mais non, là, tu comprends rien, t'es un cave, etc., t'as pas de maths, t'as pas été au cégep, t'es un innocent. Bon, regarde, je suis habitué d'entendre ça. I don't fucking care. C'est pas quelque chose qui me dérange. T'es laisse aller. À leurs yeux, c'est juste des milliardaires, plusieurs fois millionnaires, des gens qui vendent des actions. Hein, puis, on n'a pas de pitié pour eux, là, quand même. Chantal Hébert, hier, à Radio-Canada. On n'aura pas de pitié parce qu'un riche vend son chalet, puis que finalement, il va laisser 50 000 de plus à la table, le gouvernement. Ben non. Ben non. On n'a jamais de pitié pour les riches. Félicitations au Journal de Montréal, qui ont prouvé ce que je parlais. Ils en ont trouvé du monde qui ont des plex à Montréal. Des fucking pauvres. OK? Des fucking pauvres. La madame gagne 40 000 par année, il faut qu'elle travaille encore, même si c'est en âge de retraite. Puis son mari, il a un fonds de pension du fédéral. Même pas de job, là, la pension fédérale, là, qui est une pension de pauvre. Là, et la Régie des rentes du Québec, that's it. Puis le reste qu'il y avait, c'est son Plex qui s'apprêtait à vendre, qui voulait vendre bientôt, il faut qu'il se dépêche. Parce que lui, là, la nouvelle loi, là, ce pauvre-là, c'est tous des riches. Mais ce pauvre-là, c'est 28 000 de moins pour lui.
Quand on prend la valeur de son plex, on applique l'histoire du 250 000, puis on prend le reste, c'est à peu près 8 000 $ par 100 000 qu'il va redonner en impôts. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Fucking dégueulasse. Mais la gauche se réjouit de ça. Ah, quelle bonne nouvelle! C'est zéro une bonne nouvelle. C'est pas comprendre. Plus t'as ça. Comment ça se fait que notre pays n'a pas d'investissement ben de l'étranger? Comment ça se fait que notre PIB stagne? Comment ça se fait qu'on s'éloigne dans le top 15, qu'on descend, qu'on déboule? Pourquoi on s'endette? Pourquoi tout ce qui nous arrive? Ben, c'est beaucoup relié à notre productivité, aux investissements étrangers, etc. Est-ce qu'on vient d'améliorer notre sort? Zéro! Et surtout, on vient de décourager des gens ordinaires à faire ce que ces gens-là ont fait. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, ils ont acheté un Plex. Ils ont mis du monde dedans. Avec toute la misère que ça... On dit quoi, c'est 25 ans de misère, là. OK? Vous n'avez peut-être jamais eu de locataires, là. Il y en a des bons, je veux les saluer. Mais c'est pain in the ass. Le montant que tu gagnes, parce que souvent, quand tu arrives à la fin de l'année, tu arrives kiff-kiff. Bon, il y a un peu d'histoire au niveau fiscal qui t'aide pour certaines dépenses, mais tu sais, c'est pas pour toute la marge que ça t'amène, c'est pas mais tu collectes à la fin quand ta bâtisse prend de la valeur. Mais là, pour les remercier pendant 25 ans d'avoir enduré la marde avec les locataires, puis toutes les histoires, puis les augmentations de taxes municipales, puis les augmentations de ci, puis les augmentations de ça, tout ce qui est arrivé. Puis là, le nouveau règlement, puis là, tu n'as plus le droit d'avoir ça en arrière. Puis, regarde, à Montréal, vous savez comment ça a viré. Mais pour le remercier sur son gain, on va y enlever un autre 28 000. Regardez-les les deux. Là. Il y a une photo d'eux autres. Là. Okay? Il y a une photo dans le Journal de Montréal. Je tiens à saluer le Journal de Montréal. C'est le genre de nouvelles que vous devez faire. Laissez les fours à pizza, laissez les affaires de char, laissez PSPP. Faites ce genre de nouvelles-là. C'est ça que vous devez faire. Vous allez vivre plus longtemps. Au lieu de mourir prématurément, vous allez vivre plus longtemps. Faites ce genre de nouvelles. De la hard news, la vraie nouvelle. Donc, les deux qu'il y a là, c'est deux pauvres. Donc, la gauche qui dit « Ah, très bonne nouvelle. On ne comprend pas pourquoi tant de pirates se lèvent pour défendre les riches. » Ben, c'est parce que les pirates, là, ils comprennent la patente, ils ont la vision globale. C'est vrai, probablement que 90% des gens n'ont pas de Plex. Ils n'ont probablement pas d'achat d'actions en bourse. C'est vrai. Mais les pirates, ils pensent plus que la gauche. Ils pensent autrement que la gauche. Ils pensent à ce petit couple-là qui a un Plex. Là. Ils pensent à un paquet d'affaires. Puis ils savent que plus de taxes, ça fait juste une affaire. Ça fait juste te nuire. Ça fait juste nuire à ton économie. Ça fait juste t'attacher. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, le point que j'avais... Je me suis dit, pose donc la question dans un petit sondage que j'ai fait hier, qui n'est pas fini, là, pour vous donner le résultat. Allez répondre. Il est sur mon compte X, Jeff Fillion. Puis, la question que j'ai posée, un riche doit faire des chèques d'impôt pour un total de 100 millions de dollars aux deux gouvernements. Pour la société, il est vraiment riche, il n'y a pas beaucoup de ça au Québec. Là. Pour la société, on fabule. Okay. Pour la société, serait-il mieux de garder les 100 millions de dollars pour les investir dans un paquet de projets promoteurs ou de remettre le 100 millions en impôts au gouvernement? Si vous posez la question à la gauche, eux autres, ils disent ben oui, il faut qu'ils donnent les 100 millions au gouvernement. Ben oui, on va tous en bénéficier. Parce qu'ils sont capables de voir que, finalement, eux autres, ils n'auront pas une scène de ça, ça va mourir quelque part dans un genre de trou noir. Alors que les pirates, c'est ça la différence philosophique, elle est là. Alors que les pirates vont dire, mais non, c'est bien mieux de la garder puis de l'investir. Pour la société, quand le gars va l'investir, il va aller dans des places, mais plus souvent qu'autrement, il va faire bénéficier la société au complet. Mais ça, c'est la différence entre les deux. Tandis que le gouvernement, lui, va prendre le 100 millions, puis il va aller mettre ça dans Taïga pour des motoneiges électriques. Il va aller mettre ça dans Lyon électrique pour les autobus qui sont chargés avec des, en passant, qui sont chargés avec des méga grosses, comment est-ce qu'on appelle ça, là, des machines pour faire du courant, là. Génératrice. Exact.
Donc, voilà pour le petit bout que j'avais à vous faire. On a du stock Gilles Parent et stand-by pour les prochaines minutes. On s'en va le rejoindre. On a également le lancement du week-end avec notre ami Jerry. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Notre ami Gilles Parent, parce qu'on est jeudi, puis jeudi, on lance le week-end. Donc, lui, il dit, moi, j'aime ça le week-end. Donc, on lance le week-end. Gilles est là avec nous autres. J'imagine, Gilles, Québec. Que t'as eu le temps de regarder toute ta semaine. Je sais que tu étais occupé, mais non, la semaine d'actualité, quand même, est assez je dirais pas lourde, lourde. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, mettons. Oui, c'était prévu comme ça. Écoute, j'ai commencé ça tranquillement. Je m'en venais en voiture tantôt sur 70s on 7 après avoir écouté Highway. Fait que je me promène d'une place à l'autre, écouter un peu de musique, juste me changer d'idée. Le beau soleil, fait que je m'en venais. Puis un petit You're the One That I Want avec Travolta. Ça m'a mis dans le... Ça m'a rappelé, écoute, c'était des... Jeff, j'ai pas le choix de te dire que quand je parle... Excuse-moi, je commence... Mais ça, c'est avec qui, ça, déjà? Travolta, Olivia Newton-John, Grease, le film Grease. Oui. Et je disais à mon fils, j'ai dit, tu sais, il y a des choses... Bon, évidemment, on parle de la musique aujourd'hui, puis je suis content, comme tes filles te le disaient, ils commencent à accrocher, même, ils continuent à accrocher, je te dirais, ces années 80. Mais j'ai dit, une des périodes, je pense, Jeff, tu vas être d'accord, une des périodes les plus fun en musique, les plus agréables, puis les plus étonnantes, ça a été, je te dirais, de 77 à 82, 83. Parce que moi, je pense que ça a été la meilleure période de la musique, mais il y a eu un transfert de musique là. On est passé du disco au New Wave, au gros rock avec AC/DC. Après ça, l'invasion britannique, les Eurythmics et les autres. Écoute, c'était extraordinaire. Et en même temps, je dis, juste l'année 78, tu avais Saturday Night Fever, Jeff, imagine-toi, Grease, la même année. Tu pensais ces deux films qui ont marqué, mais la musique qui est sortie de ça. Donc, des hits, t'en veux-tu en voilà? Olivia Newton-John, c'était-tu une belle femme? J'ai vu une vidéo d'elle, à un moment donné, avant qu'elle meure. Elle était belle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, complètement. Oh, oui. La vie est injuste. Belle, souriante, fine. Anti-star complètement, mais c'était une méga star. Là. Ah non, c'était toute une vedette. Là, mais je trouvais ça le fun parce que quand je disais à mes filles, j'ai dit ça a été un tournant de musique là, moi, je commençais à faire de la radio dans ce temps-là. Je travaillais les fins de semaine, mais on jouait beaucoup, on spinait de la musique, comme on dit. On spinait des 45 tours puis des plates. Ça fait drôle de dire ça. Mais tu sais, il y avait dans la même demi-heure, quand j'avais ma feuille de route musicale, mettons quand j'étais à CFLS, Jeff, la grosse radio musicale de l'époque, on mettait Back in Black de AC/DC, on mettait Clones d'Alice Cooper, mais après ça, on mettait Je viens de découvrir de... oui, c'est ça. C'est l'enfer. Hein? Il y avait un melting pot pas pire. Je viens de... Tu sais, il y avait... Ah oui, c'était vrai. Il y a Patsy Gallant, mêlé avec du You're the One That I Want. Il y avait plein... Écoute, j'ai aimé cette période-là de transition. Puis quand on allait à Vaux-Brasse, je peux te dire une chose. À Vaux. Il y a-tu de la bière, là? Debout, c'est les tables à pique-nique. Quand tu penses à ça, ça doit coûter 5 cents de décor, là, tu es d'accord? Ils ont tout mis l'argent sur le système de son, qui faisait lever les chaises tellement que c'était fort. Mais en même temps, tu avais la musique tyrolienne. Ça, c'était drôle. Il fallait le vivre pour le croire, là. Le tyrolien, ça partait. Tout voulait arracher le monde qui se tirait des murs. Écoute, c'était... Mais suivi d'une toune disco... tu sais, c'était ça, c'était un mélange. On était dans la période où il n'y avait pas de prédominance. On sortait du disco, on arrivait dans... Le New Wave, ça a duré 2-3 ans seulement, mais il y a eu quelques affaires le fun. C'est les Split Ends, tu te rappelles de ça? Bien, I Got You, tout ça, c'est Christy de hit, mais il y a eu une période courte. Fait que un matin, je me suis mis dans le beat. Ça m'a fait changer un peu de cette semaine plus difficile dans l'actualité. Écoute, c'est un peu ça que... C'est drôle parce que c'est un peu ça qu'on veut... Tu sais, des fois, le monde dit on chiale ou... Ouais. Moi, je pense qu'on veut pas chialer tant que ça. C'est qu'on veut juste retrouver ces années-là. Je sais que c'est pas faisable. Là. Je sais que non, on peut pas vivre dans le passé. On peut pas, mais il y a un fond de ça qu'on veut retrouver. Une vie simple où les gens avaient du fun. Le fun. Il y avait un fond de... Il y avait un fond pas bien compliqué. Puis aujourd'hui, la vie est plus lourde. Je pense que c'est ça qu'on s'ennuie. Puis souvent, nous autres, on le dit, puis
Jerry il est plus cru que moi là-dessus. Très cru. Dans ces années-là, le gouvernement et les politiciens, il y avait des vedettes, tu comprends? C'est ça. Il y avait des vedettes, il y avait des La acteurs. vedette, les vedettes, là, c'était Paul Newman. Les vedettes, c'était Olivia Newton-John. Ouais. C'était Guy Lafleur. C'était Guy Lafleur. Il y avait des vedettes de musique, il y avait des vedettes dans le journal, il y avait des... Mais Aujourd'hui, les politiciens, c'était pas des vedettes. Là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Chrystia Freeland. Oui. Non, mais c'est ça pareil. Là. Ah ouais, je sais. Non, mais Chrystia Freeland, là, OK, t'as vois plus qu'on voyait Olivia Newton-John dans le temps. là. Ouais. C'est ça. Non, mais ça marche pas, là. Ôtez-vous de notre vie. C'est ça l'histoire. Y Toi, a-t-il une manière de vous le dire? On s'entend que les bars avec de la bière dans des pichets, là, je veux dire, aujourd'hui, tu peux plus faire ça, là, parce que juste sur une table, là, il y a 500 piastres de bière. On remet ça à 25 piastres pour la bière et le party va repogner, là. OK? Faut mettre le party dans la place. Je pense que c'est de ça. C'est pas juste de notre jeunesse. C'est pas une histoire de vivre dans le passé. C'est juste qu'il faut que ça revienne simple. Le plaisir que ça naturel, le fun. Quelque chose de simple, effectivement. Tu peux pas mettre... Tu sais, de la bière, là, c'est de l'eau. Là. Christophe, ça coûte pas cher à faire de la bière, là. Comment ça qu'un bar à quelque part, l'autre bord de la flaque, là, OK? Tu vas t'asseoir dans un bar. La bière, il charge 1,35 €. Le gars du bar fait de l'argent. By the way, il te donne des pinottes avec ça. Le gars du bar fait de l'argent. La brasserie fait de l'argent. Comment ça? Ouais. Nous autres, Criff, la pinte est à 12, tout le monde a de la misère à faire de l'argent. Nick de Milwaukee nous l'a dit. À la lutte cette semaine à Montréal, au Centre Bell. 2 bouteilles d'eau, 2 bières, 60 $. Voilà. Mais c'est fini. C'est déprimant. Il n'y a plus de party. Tu peux pas avoir de party là. Il y a zéro party. Là. Il n'y a pas de party. Ici, c'est la place du no fun. Je suis allé dans un restaurant un midi cette semaine, puis il y avait un genre de spécial du midi. J'avais le goût de prendre une petite bière. Fait qu'elle était petite, faites-en pas. Non, c'est parce qu'il y a des pintes, mais les pintes, c'est 20, 15 ou 12 onces. Mais c'est une pinte ou pas? Oui, c'est ça. Une pinte, c'est une pinte. C'est ça. Il y a des petites pintes. Mais c'était un spécial du midi à 7 piastres. Moi, je me disais, c'est pas le spécial. Ce qu'on appelle une pinte, mais avant, dans le temps, c'était un verre de. À la brasserie, c'était un verre. Là. Dans le temps, c'était ça. Là. Tu sais, je veux dire, là, c'est un verre de bière. Une pinte, quand on était jeunes, nous autres, c'était 22 onces. J'ai pas fait Jeff, j'ai pas fait d'enquête, mais il me semble que les pots aussi, ils ont un fond plus épais. Parce que les pots, il y a plus rien dedans. Avant, c'était 5 bières et demie. Et Colin, on n'est pas là. Ben non, on n'est pas là pour tout. Tu fais un tour de table à 4 personnes, puis il faut t'en commander un autre à 42. Ben, si quelqu'un me dit, veux-tu un pichet? C'est pas un pichet, ça. C'est même pas un demi-pichet. Mais c'est pas si drôle, dans le fond, tu comprends-tu? Moi, je ris parce que je me dis, regarde, on le voit, ça s'en va vers ça. Puis, quand t'es rendu... Moi, écoute, ça m'a marqué, là, Jeff. J'en ai parlé, mais Jerry l'a vécu aussi. Quand t'es rendu que tu vas en Europe, puis malgré le pourboire inclus, les taxes incluses, c'est moins cher qu'ici, tu dis, attends un peu, là, il se passe de quoi, là? Ça se peut pas, là. Tous ceux qui sont allés à Paris, qui sont allés à Madrid, qui sont allés à Barcelone, qui se promènent, qui arrivent de Rome, ils disent, je te donne une brasserie là-bas, puis j'ai eu ma facture, 27 €. C'était 27 €, j'ai fait le transfert, puis finalement... C'est ça. Fait que, tu sais, on est rendu là. C'était pas là avant. Fait que, tu vois-tu, il y a de quoi... Puis c'est plate parce que c'est vrai qu'on en parle, mais c'est déprimant à chaque fois. Puis moi, cette semaine, quand on a parlé du budget, ce qui m'a franchement découragé, c'est quand on a expliqué de façon très claire que compte tenu de l'économie américaine qui nous draine, parce que, tu sais, 90-95% de nos activités économiques, tu sais, Jeff, c'est lié aux Américains. C'est un partenaire majeur, tu sais, pour 1000 raisons. Mais à cause de l'économie qui roule plus aux États-Unis, à cause de la Banque fédérale qui est relaxe là-bas, qui dit on ne peut pas descendre les taux tout de suite, nous, on avait une chance de voir l'économie qui va aller un peu mieux que prévu, appelons ça de même. Mais eux autres, ils ont dit on avait comme prévu, mettons, 40 milliards. Puis au lieu de se dire, mais on pourrait descendre ça, le budget, mettons, je ne sais pas, à 30 ou 30. Oui, si on fait attention, on pourrait être à 35. Oui, c'est ça. Il y avait la chance, puis donner un message aux gens. Nous aussi, on fait notre effort, parce que tous ceux qui entendent, tous ceux qui vivent, tous les citoyens canadiens ont pris et prennent et prendront des décisions, Jeff, économiques. On fait ci, on fait ce voyage-là, on s'en retient-tu, on fait un réno, on en parle souvent, mais on prend tout le temps des décisions qui sont liées à l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Eux autres, ils ont décidé de dire, on va regarder... Écoute bien, dans le fond, ça s'est fait comme ça, je suis persuadé. On avait dit 40 milliards, allons à 40 milliards. Mais au lieu de descendre, eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté des dépenses. Puis ils osent nous dire, on fait ça pour les jeunes. Moi, je pense qu'ils vont laisser une dette épouvantable à nos jeunes. C'est pas juste écoute, tu regardes ça. Puis là, c'est un petit peu partout. Puis oui, les jeunes, mais il y a un petit côté...
Trudeau, quand il est arrivé, puis que, tu sais, avec son histoire du pot, alors tout le monde demandait la décriminalisation. Toutes les fois que j'en parle, je m'accroche. Ouais, c'est un mot que je ne veux pas dire. On le sait, là. Non, on ne veut pas le dire. Le mot banni. Parce que dans le fond, ce qu'on disait, c'est qu'on ne veut pas envoyer en prison quelqu'un qui a pris un joint de pote. Là. C'est ça qu'on voulait. Mais là, finalement, en rendant ça légal, il y a eu un impact important. Venez pas me dire qu'il n'y a pas eu d'impact parce que je vais vous ramener à ce que tout le monde disait sur il n'y aura pas d'impact avec les textos, il n'y aura pas d'impact avec TikTok, les téléphones cellulaires, il n'y a pas d'impact. On a parlé des études, puis si vous voulez en lire, il y en a en masse sur le web, des études scientifiques, il n'y en a pas des écervelés qui disent n'importe quoi. Il y a des impacts à ces mesures-là. Il y a un impact au fait que le gouvernement fédéral canadien, ils disent c'est pas grave, on va même ouvrir des magasins pour vendre du pot. Je suis pas en train de vous dire que c'est le problème principal canadien, mais il faut juste savoir que ça a des impacts, puis qu'aujourd'hui, comme on a une société où les gens qui ont des problèmes psychiatriques, on les garde pas en dedans, Jeff, on les laisse dans la rue, bien, on voit bien l'accumulation des problèmes. C'est une résultante de plein d'éléments. Je ne mets pas la faute uniquement sur la nouvelle loi. Je veux juste vous dire que Trudeau est passé pour le yo man style, fresh, fashion, stylé, trendy. C'est ça. Les jeunes ont été séduits par ça. Trudeau, il l'offre. Mais aujourd'hui, on voit les conséquences de ça. Là, il s'en va essayer la même affaire. Je peux t'annoncer que ça ne marchera pas. Moi, je ne crois pas du tout, du tout. Je suis découragé. Puis, dans ma semaine, je vais te rajouter l'affaire du whip de la CAQ, qui me décourage aussi, parce que, êtes-vous d'accord qu'on a eu des cotes intéressantes? C'est quel le député qui a dit, là, je comprends pas, c'est lui le chef, c'est lui qui nous guide, c'est le premier à quitter le bateau. C'est extraordinaire comme cote. On est d'accord avec ça, là? Soit qu'il a fait une erreur, M. Asselin, en disant quelque chose qu'il ne voulait pas dire, ou soit qu'il a dit, il y a une gang qui en parle, qui veulent s'en aller. Mais êtes-vous surpris, Jeff? Es-tu surpris? Ce gars-là, s'il y en a qui quittent sans raison, comme Joël Boutin a fait, ça amène une élection pas parlementaire, mais complémentaire. Ça a des coûts, ça. Mais moi, c'est pas juste le coût. Le coût, ça m'écoeure, sincèrement, parce que je me dis que c'est pas nécessaire. Mais c'est le côté, quand vous nous demandez de voter pour vous en élection, quand vous demandez votre appui, et l'exemple du whip de la CAQ, c'est le gars qui a la plus haute majorité pour la CAQ au Québec. Oui. Les gens ont voté pour lui. Il décide de colisser son camp. C'est ça, en réalité. Il sacre ça là parce qu'il s'en va. Puis non seulement il s'en va, mais il dit, je m'en vais avec un poilier, tout est beau. Puis il rêve de ci, il rêve de ça. Mais d'abord, rêver, ça me fait penser à Éric Girard. Excuse-moi, je tire partout, là, mais Éric Girard qui rêve d'être ministre des Finances fédérales. C'est donc bien bizarre, ça. Essaye donc d'abord de te faire élire au fédéral avant de dire, moi, je veux ce poste-là. Jeff, toi, tu pourrais rêver de jouer au hockey, tu dirais pas ça. Tu dirais, moi, je rêve d'être sur la première ligne de Pittsburgh. C'est ton rêve à l'âge de 16 ans. Le monde dirait, Chris, prends une gorgée, là. Wow! Calme-toi, essaye de faire le club d'abord. Surtout avec le dernier budget, les deux derniers budgets qu'il a fait, il peut garder une gêne. Tu peux pas me dire une affaire de même. Mais on dirait que c'est un... Tu sais, il n'y a rien qui est puni là-dedans. Moi, ça m'écoeure. Un whip de... Puis c'est pas le whip. Un député qui, sans raison, sinon une ambition ou un rêve, parce qu'il semble dire que c'est un rêve de l'eau fédérale, ben, fais ton chiffre, puis au bout, t'as été élu là, puis t'as pas une mauvaise job. Je vais te rajouter une chose, là. Moi, ça l'a allumé, ça l'a levé une coupe de flag sur le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Moi, si j'étais Pierre Poilievre, je ne toucherais à aucun caquiste. Je signerais à côté de toi parce que pour l'instant, ils n'ont certainement pas le vent dans les voiles. Puis il va falloir qu'ils assument les décisions. Ils ont été prises, semble-t-il, ils ont pris moi, j'ai jamais cru ça. Là. Je pense que c'est Legault et 2-3 personnes qui décident tout. Mais les autres sont liés au parti. Là. Ils sont liés au parti quand c'est le temps de se faire élire. Ils sont liés au parti. Ils sont contents quand ils rentrent. Puis ils sont contents quand ils... Mais après ça, Jeff, quand ça se met à aller mal, là, les gens qui veulent quitter le bateau de même, puis est-ce que tu as le goût de prendre des gens qui sont devenus défaitistes, qui sont frustrés? C'est ça, il y a certainement beaucoup de députés de la CAQ frustrés. Bien, il y en a plein, parce que la raison, tu le sais, là, tu veux dire, il y a Legault mène pas grand-chose, là, tu sais, c'est probablement plus ces genres de non-élus alentour de lui, là. Il y a un Gobeil, il y a un Costicine, je sais pas trop quoi, là. Mais, puis après ça, tu as Fitzgibbon. À un moment donné, on pensait qu'on voyait la fille là, qui aspire à être première ministre, là, celle de Sainte-Foy. Là. Puis elle, on la voit plus bien. On la voit plus bien. Donc, la gang qui mène... La ministre des là, Transports, tu parles de Mme Guilbeault? Très petit. Ouais, la ministre Guilbeault. Là. C'est Guilbeault, on la voit plus bien. On l'a vu cette semaine. Donc, finalement, la gang qui mène, c'est Fitzgibbon, Legault, Legault, il est dans la vanne, mais il était en arrière puis il regarde ton téléphone. Mais Fitzgibbon conduit à la vanne. T'as 2-3 gars pas élus. T'as peut-être Simon Barret de Jolin, là, ça à la langue, là, à qui il donne pas mal de... Le reste, là, ils n'ont aucun pouvoir.
Ils n'ont aucun. Il n'y a pas de fun là, les autres là. Tu sais, tu t'en vas en politique, tu dis, j'ai le goût de changer quelques affaires. Tu arrives là, ils te mettent dans un coin si ça ne même pas ton nom. Bon, toi, t'es whip ou t'es ministre, finalement, ça s'occupe pas de toi. Fais des affaires, on t'a lancé un paquet de billes, amuse-toi. C'est ça qu'on voit là, en ce moment. Là. C'est décourageant, ça, un peu. Complètement. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a un paquet de monde qui veulent plus aller en politique. Ils savent que c'est ça. Ils savent que c'est 125. Ça donne quoi d'en avoir 125? Il y en a juste 400. Ça fait longtemps que je trouve qu'il y a bien trop de monde. Puis sous des airs de représentativité plus juste, ça, non, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je veux juste te dire aussi que, puis c'est pas que je suis déçu, tu vas bien comprendre mon point, Jeff. Le Parti libéral, tantôt, je parlais de parti à gogo, trendy, puis le pote, puis ci, puis ça, il s'est fait élire. Les jeunes ont été ravis par ces nouvelles idées dites progressistes. Je veux juste te dire que chez les jeunes, à moins que je me trompe, peut-être que c'est quelque chose qui est plutôt cosmétique, mais quand même, chez les jeunes, sauver la planète, à travers la planète, il y a beaucoup de jeunes dont c'est la principale revendication. Et c'était aussi pour le Parti libéral, dans le discours, quelque chose de vraiment important. Et pourtant, dans le budget, Jeff, moi, c'est pas que j'en demandais plus, là, mais qu'est-ce qui était annoncé pour aider pour le transport public et l'environnement? 2 préoccupations des jeunes, 0. Dans ce budget-là, il n'y a rien. Il y a aussi peu, tu comprends-tu? Dans le fond, là, on se dit comment ça se fait que c'est de même. La seule façon de le voir pour moi, c'est qu'il s'ajuste pour essayer de... Tu sais, il s'ajuste pas à peu près sur Poilievre, parce que, dans le fond, il dit, on va en mettre tellement qu'on va forcer Poilievre à dire que vous allez faire avec ça, que vous allez faire avec ça. Je trouve que Poilievre a très bien répondu hier. Jeff, excuse-moi, là, mais j'ai trouvé que sa réponse était extraordinaire. Il était en entretien avec Patrice Roy en fin d'après-midi, puis je l'ai vu. J'ai dit, attention, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre à ça, parce qu'on comprend que c'est la ligne des libéraux de dire, on va tellement... pas de la poudre rouge. Ben, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux, mais plein de mesures, plein de programmes qu'ils vont lancer, qui vont, entre guillemets, plaire à des strates. Lui, il dit que ça n'existe pas. Non, mais il dit... moi, je ne me prononcerai pas sur des projets, sur des idées, sur des plans. Je vais me prononcer sur des projets de loi ou encore des lois, des nouvelles normes qui sont en place, ne sont pas en place. Combien de fois qu'on se fait qu'il y a des promesses? L'exemple qu'il a donné, c'est combien le gouvernement de Trudeau a arrangé ou nettoyé combien de dents? La réponse est 0. Il n'y a aucune dent qui est arrangée. Là. Pourtant, il y a un genre de programme canadien pour les dents et les dentistes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de fait. Là. Puis, ils ont commencé avec les personnes âgées. Ouais. Sur les 5 ans et plus. Parce qu'ils disent qu'ils vont extensionner ça là, pour les jeunes. Non, mais ça, c'est juste un enregistrement. Il n'y a aucune dent d'arrangée. Non, exactement. Il y a du monde qui ont voulu aller voir le dentiste, mais le dentiste il dit « Je ne suis pas inscrit à la patente du gouvernement. » C'est ça. La fait, c'est qu'il y a des dentistes qui ne veulent pas les avoir. Mais tu sais... Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Premier bout de Gilles Parent pour le live. Deuxième suit après le petit break qu'on fait là sur Radio Pirate. On vient. Radio Pirate. Making history again. Fresh. New. A revolution. Radiopirate.com. OK, on s'installe. On est prêt pour le deuxième bloc avec notre ami Gilles Parent. On a plus de Gilles, d'ailleurs, sur le Prime, si ça vous tente. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Mettons que, moi, il y a une affaire qui me dérange encore plus que ça. Quand on recule un petit peu de l'arbre puis on regarde la forêt, moi, l'histoire de l'Alliance Parti libéral, ça m'énerve, là. Parce que, dans le fond, tu votes un parti qui a été élu. Bon, il a été élu, même s'il est minoritaire. Puis il va chercher de l'aide, pas pour des projets. Tu sais, dans le fond, quand on dit des projets qui sont bons pour l'ensemble des Canadiens, des décisions, des fois, qui sont dures à prendre, mais qui vont avoir un impact à long terme. Il y a un projet, il y a un plan, il y a tout ça. Mais pas du tout. On y va... Dans le fond, on a pris les idées de base du NPD, Jeff, puis on les a amenées au Parti libéral. Mais dans le fond, la vraie raison pourquoi il fait ça, c'est quoi? C'est juste de garder le pouvoir. C'est juste ça. Et ça c'est plate en tabarouette. Parce que je trouve que si on voulait redorer le blason de la politique, avec ça, on ne réussit pas pantoute, mais au contraire. L'autre affaire, te rappelles-tu, Jeff, récemment, quand on est sorti de la pandémie, on a dit les 500$ par-ci, les 1000$ par-là, les 3000$ par-là, autant du provincial que du fédéral, ça a fait monter l'inflation.
Puis ça n'a pas aidé du tout à être capable de restreindre les dépenses économiques, puis d'avoir... Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des taux d'intérêt qui ont monté en innocent. Mais quand le gouvernement croît ses dépenses de pas loin de 7-8 comme il le fait cette année, qu'est-ce que tu penses avoir comme impact, Jeff? Même affaire, Inflation. c'est sûr que ça ne fera pas baisser... En tout cas, ça ne fera pas baisser l'inflation aussi vite qu'on le voudrait. Et moi, je pense que ça vient... Ben, je ne suis pas un devin, là. Je pense que ça vient de repousser un peu plus loin les baisses de taux d'intérêt. Parce que c'est un impact 7-8 du fédéral, l'argent. Là, écoute, c'est pas comme nous autres à 30 piastres qu'on met à l'épicerie, là. C'est un impact majeur, ça va en avoir. Alors, est-ce que le gouvernement serait... Là-dessus, Girard, j'ai pas haï sa question. Je pense pas qu'il va le faire, là, mais tu sais, quand on parlait de l'argent qui est... le 250 000, là, qui à 66 c'est quoi? Oui, c'est les gains capitaux. Le gain capital, il disait... Le gain capital. Est-ce que, dans le fond, si on ne s'ajustait pas, on aurait peut-être une opportunité économique, mais l'autre affaire, c'est que si le taux de change peut... En fait, le dollar canadien peut prendre une débarque là, dans le contexte actuel. Le dollar peut descendre que les Américains sont là. C'est nous autres. Ça dépend de la décision qu'on va prendre. Est-ce qu'on s'aligne chez les Américains ou on reste à part? Si les Américains gardent leur puis nous taux autres, on élevé, baisse, oui, baisse, nous autres, on on Ça va baisse. baisser le dollar en Le tabac. dollar va baisser. Tu peux dire que c'est bon pour l'exportation. C'est vrai que ça peut être vu comme ça. Bon, Ouais, mais c'est pas bon. Ça, c'est des affaires qu'on disait dans les années 80 pour essayer de se convaincre. La vérité, Au c'est total, que c'est pas bon. on a beaucoup d'importations. Notre téléphone, il est déjà 500 pièces de plus que l'autre bord. Il va être maintenant à 750 pièces de plus. On a trop d'importations sur Et, l'exportation, dans le fond, c'est ça. Ben, son point, c'était ça peut aider, mais moi, crois-tu qu'il va le faire? Pas du tout. Moi, je pense qu'ils vont s'harmoniser. À mon avis, ils vont s'harmoniser. Ça, tu parles du taux d'intérêt? Non. La mesure fédérale là, sur le... Oui, D'abord, juste techniquement, c'est compliqué en Christie. Si toutes les provinces s'harmonisent sur le 266 000, l'exemple, c'est 250 000, 66 au lieu de 50 là. Oui, peut-être. Mais l'autre affaire, je ne sais pas si tu as vu discrètement. Qui est dégueulasse, là. Oui. As-tu vu discrètement le 50 millions Ouais, pour dire à Radio-Canada, vous deviez couper, mais vous coupez moins, tout va bien? Un petit 50 millions pour finir l'année. J'ai dit, tabarouette. Ils vont moins couper qu'ils devaient couper. C'est ça. En fait, ils coupent plus. Les jobs qui ont à couper, ils les ont coupés. Puis là, tout le reste qui devait suivre, c'est fini. Il y a eu beaucoup de parcelles de nouvelles de même, puis d'argent envoyé à gauche et à droite. Mais vois-tu l'exercice au total? On essaye de... Tu sais, ça me fait rire parce qu'à un moment donné, on dit... Il y a une manchette qui a dit... Là, j'ai dit ça, cette manchette-là, on l'a vu 1000 fois dans notre vie. Là. Les fumeurs vont payer plus cher, puis les riches, on va faire payer les riches. Là, je dis, on est dans le cliché total. Là. Ah, total. Il n'y a rien. Il n'y a rien de. Parce que c'est prévisible à mourir, mais c'est qu'en même temps, il y a un côté triste à ça. On est comme. Tu regardes ça, tu te dis. Tout est à faire en ce moment. Il n'y a plus rien qui tient. Le monde a la misère à se loger. Il y a des affaires vraiment de base là, qui sont problématiques. On voit que c'est des gouvernements rendus au bout de la patente. Tu sais, tu arrives à le provincial qui vont chercher des taxes sur des bazous de 15 ans. Eh oui. Tu sais, t'es rendu au bout de la corde de mettre une autre taxe sur les cigarettes. Je dis, ouais, mais des cigarettes, des fumeurs. C'est pas ça le point. Ben non. Le point, c'est, Chris, le point, c'est que c'est tout ce qui te reste à aller taxer les cigarettes. Oui, puis les fumeurs, on sait là, que la majorité des gens qui fument, c'est des gens avec des revenus modestes. Puis Jeff et Jerry, quand c'est le temps de le dire, t'es rendu au bout. Eux autres, ils disent tout le temps, on est les plus taxés d'Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça baisse? C'est ça qu'ils nous disent tout le temps quand ils disent nous autres, on est les plus taxés en Amérique du Nord. On devrait-tu se vanter de ça? Ça revient, écoute, tu le vois, là, ça revient à notre question, notre plan. Le plan du Grand Nord, comme disait M. Charest. Mais notre plan de si on continue dans cette folie tout le temps de dépenser plus puis de pousser ça par en avant, on le voit bien qu'il y a un problème de revenus et de dépenses. Et il y a un déséquilibre total. Si on veut continuer en innocent comme ça, excusez-moi, là, il va falloir avoir plus de revenus. Puis là, il n'a pas 10 000 Plus de revenus encore, c'est ça l'affaire. C'est mais tu sais sont rendus au bouchon. Si tu leur donnes plus de revenus, ils vont faire quoi? Ils vont-tu mettre ça sur la dette ou ils vont... regarde, ils font des générations et pigent là-dedans, ils en enlèvent un petit peu. Tu sais, fait ces mesures-là sont là de temps en temps, par moment, momentanément, à faire plaisir. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que Poilievre va faire avec ça. Mais tu sais, il ne fera pas de miracle. Là. Moi, je veux dire une chose. On est rendu à un point, par contre, où, en tout cas, je suis méfié à mon entourage à moi. Il y a beaucoup de monde qui disent anybody but Trudeau. Il n'y a plus de marge. Il y a plus de marge. Ça, c'est clair. Mais dans la réalité, là, il va faire quoi? Crisser 50 000 fonctionnaires d'art.
Ben, Trudeau, il a engagé 100 000 depuis fonctionnaires. 2015, c'est 2015-2016. Il a augmenté la fonction publique de 33 c'est La indécent. réingénierie de l'État. C'est indécent. là. C'est indécent, ben oui, dans le contexte. Bon, ben ça, il faut qu'ils disent, ben on va retomber à 100 000 de moins. C'est ça. Si tu veux contrôler tes dépenses, le gros, c'est les salaires. Là. C'est les salaires, les fonds de pension qui vont avec ces employés-là, toutes les conditions qui vont avec eux autres. Faut que tu fasses un méchant nettoyage. Est-ce que ce gars-là a le courage de faire ça? Et l'autre là? affaire, C'est vrai, il y a un vrai chantier devant lui. Du là. monde, là. tu n'auras pas C'est le choix. c'est pas juste du niaisage. Ah, il y en a qui partent à la Meilleure retraite, puis là, productivité. ils partent à la retraite, puis on va engager moins. C'est pas ça, là. C'est que t'as ton bleu, là. Tu travaillais, tu travailles plus, là. Tu pars Oui, avec ta boîte. T'as 46 ans, puis t'as une boîte de carton dans les mains, puis ta plante, là. T'es dehors. T'es congédié, là. Ouais, là, t'es plus à la Comment? mode ben, là. Parce qu'ils sont à la maison en pyjama. Ils vont rester chez eux. Plante en plastique aussi, c'est moins d'entretien. Non, mais t'es congédié. Ouais. Je veux dire, c'est pas compliqué, Chris. T'es congédié. Ça se termine là. Il te reste ton 2 semaines de paye, puis c'est fini. Mais tu C'est sais, ça quand- l'histoire, là. Jerry, quand tu mets tu du monde prends- dehors, c'est ça. prends le fédéral. Il tu fait sais- quoi, le grand d'Argentine? Il travaille, il est en train de. Oui, il a le chien ça dans les mains. C'est-à-dire, à un moment donné, les autres, c'est pas compliqué, il faut qu'ils vivent. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Voilà, c'est de la survie, eux autres. C'est de la survie. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend ce qui est typiquement fédéral qu'on connaît, là, les passeports, Arrive-Can avec les avions, c'est une catastrophe de A à Z. Fait que même s'ils ont mis plein de monde dans le fond, pour essayer d'éteindre des feux, c'est ça qui est arrivé. Ils ont engagé, ils ont engagé n'importe qui, tu levais la main et tu es engagé. Voilà. Avec fonds de pension, tout ce que tu veux, bing, bang, bang. Ils ont réussi à trouver du monde qui connaissait plus ou moins le système. Puis quand tu poses des questions, mais ça doit. On peut-tu faire ça? Ça doit. Fait que c'est pas efficace. Donc, c'est pas parce que tu mets plein de monde, ce que le fédéral a fait, que ça va mieux. Le pire, c'est que ça marche pas plus, puis sinon pire. 100 000 personnes de plus. Pense à ça 2 secondes. Oui, puis tout ce qu'ils payent. Puis attends un peu, tu parles d'Arrive-Can. Tout ce qu'on paye au fédéral, dans les villes, au provincial, c'est tout démesuré. Donc, pendant que tu fais une affaire, avant, avec ce montant-là, tu pouvais faire 10 affaires. Là, maintenant, tu en fais une. Tu sais, je prenais les gens là, de la Matépédia, là, je pense que c'est ça. Là, leurs routes régionales sont dangereuses. Il y a des trous partout, il y a des roulières. Il n'y a pas d'argent de prévu pour les faire. C'est vraiment, là, c'est des routes du tiers-monde. Ben, eux autres, ils se sont fait donner d'enveloppes de quelques millions de dollars pour arranger. Ils vont patcher. Eh bien, c'est sûr. Il y a un pont qui est prévu pour l'île à 2,7 millions. 2,7 milliards. C'est un pont qui, ailleurs, coûterait 400 millions. Hey, Ça, c'est une autre affaire. Excusez-moi, là. Quand on entend des affaires de même, là, c'est quasiment une forme de tutelle qu'on devrait avoir. Là. Il y a 2-3 affaires là-dessus sur le pont. Excuse-moi. Là. Première affaire, je suis découragé que les gens disent, ébahis même. C'est tellement beau. Attends un peu. Oui, OK. Oui. Vous dites qu'il est beau. C'est vrai qu'il n'est pas lettre, là, mais en même temps, est-ce qu'il y a moyen de faire un pont moins cher? Ça a l'air qu'au Québec, c'est impossible. Ça a l'air qu'au Canada, c'est difficile aussi. Mais je veux juste rappeler aux gens que récemment, il y a un bateau qui transportait je ne sais pas combien de containers qui a frappé un pont à Baltimore. On va le refaire pour 300-400 millions. Ils ont sorti le prix, là? Ils ont dit entre 3 c'est 400 millions. et 400 millions. C'est Ben ça. voyons. Je suis allé vérifier parce que je voulais être sûr de pouvoir en parler ce matin. OK. Oh, oui, le prix est sorti. C'est vrai. 300-400 millions. Est-ce que Puis l'autre affaire. Mais t'as vu, c'est un pont avec. Le nombre de C'est voies un est pas le pont même. avec. Je pense que j'ai passé dessus. Il me 4 semble voies, 4 voies? de souvenir, c'est 3 ou 4 voies de chaque c'est bord. 8. Ouais. Nous autres, C'est deux. 8 voies plus la hauteur pour laisser passer les bateaux, je sais pas trop, là. Parce qu'il faut qu'ils passent une place. Donc très haut. Mais Jeff, Non, sérieux, c'est un cas de. je suis cas de tutelle. pas un ingénieur, mais j'ai lu 2 ingénieurs hier sur le web, sur un site que je trouve intéressant parce qu'il y a une certaine respectabilité. Puis ils disaient, pourquoi un pont de ce côté-là si haut? Si vous le faites moins haut, comme ils en font des tonnes aux États-Unis. C'est quoi l'histoire Ben non, des c'est des bateaux? bateaux, c'est Il des dit bateaux ça, de elle a plaisance. dit ça, Il n'y a pas elle. un crise de bateaux, de chalutiers, des gros bateaux, puis qui transportent du grain, tout ça qui passe de ce bord-là. Ils passent tous du bord. Ils passent tous Il y a pas du d'eau. côté sud, Jeff. Il y a zéro Non, il n'y a eau pas dans d'eau, c'est de la swamp. Ça, je comprends la swamp, mais est-ce que ça se place à la planète qu'il y a de la swamp dans l'eau? Soyons sérieux. Ben, si on là. écoute Guilbeault, ça a l'air que oui. Non, c'est parce que comment tu peux passer d'abord de 400 millions en deux? Parce que Sam Aband avait dit en 2010, Sam Aband en 2010 a dit d'ici 5 ans, nouveau pont de l'île d'Orléans.
C'était à 300-400 millions que ça coûtait dans le temps. On est rendu à 2,7 milliards. Pensez-vous que ça va finir à ce prix-là, c'est ça? Parce qu'on n'a pas le choix, Mme Guilbeault. Mais ce qui m'écoeure, c'est de voir une élue comme Guilbeault, elle a en tête de devenir PM. Puis, elle s'en va dans une conférence, puis là, elle s'explique en entrevue. Mais vous savez, c'est des choses particulières. Il faut aller jusqu'à 80 pieds dans le sol, ou je ne sais pas trop, 800. Mais voyons, c'est comme tu viens de dire, ce genre de patente-là arrive partout, ça boule. Partout. Ça n'existe pas un pont. On a l'Internet. Hey. OK, on est capable d'avoir tous les sacrements de projets partout dans le monde de ponts. Là. Ça n'existe pas un pont de cette grosseur-là, 2 voies. Oh, mais une IBC vont pas. Ça n'existe pas à 2,7 milliards. C'est un vol. C'est facilement 2 milliards, 200 millions trop cher. Mais là, si on paye ça, là. Les ingénieurs, c'est quelque chose que moi, j'aurais questionné aussi. Si vous le faites beaucoup moins haut, ça va coûter beaucoup moins cher. Si vous le faites moins artistique, tout en étant joli, mais pas plus, pas avec des grandes... Parce que dans le fond, il ressemble beaucoup au pont, nouveau pont Champlain, on est d'accord, là? Oui. Si on regarde. Ben, c'est des ponts à haubans, c'est des ponts qui sont préfab. Ça ressemble tout pour cette raison-là. C'est des ponts qui sont faits... c'est quasiment c'est des Big Mac, là. Il n'y a rien de particulier dans ces ponts-là. C'est tous des ponts pareils. Mais là, il faut qu'ils soient laids pour qu'on sauve de l'argent. Donc, ça veut dire que ça décomplique le projet. Trop beau. Mais je ne dis pas que c'est ça qui fait qu'il coûte 2,7 milliards, Jerry. Mais moi, je trouve que si c'est l'argument principal en disant il est beau, on est fier, je ne demande pas qu'il soit laid. J'aime ça, les belles choses. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que l'argument que moi j'ai entendu qui amène un prix très élevé, il y a 2 arguments qui sont plates, là. Ben, il n'y a personne d'autre. On a des consortiums, tu te ramasses en 1 ou 2. Fait, finalement, ça sonne. Quand c'est le gouvernement, regarde, on n'a pas de problème. Puis là, ils disent, le gouvernement, pour nous rassurer, Jeff, ils disent, avant, ils pouvaient tout le temps monter les prix. On dit à cette heure, je m'excuse, vous allez faire un prix global, puis vous en tenez à ça. S'il y a des problèmes, si vous trouvez 3 ou 4 truites mortes, puis tout ça, vous allez assumer les prix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent-tu un petit tampon d'abord? Oui, ils prennent un gros tampon. Tabarouette! Voyons, ça, c'est la première raison qui explique que c'est des prix de fou, parce qu'ils se disent, s'il arrive de quoi? Mais nous autres, on va payer pareil la facture. On va appeler les Chinois, s'ils vont venir. Et Christy, dans une fin de semaine, ils font un pont, eux autres. Ils vont venir le bâtir. Mais c'est bizarre. Ben, mais sans que ça soit juste les Chinois, je sais que... Les Américains. On peut ouvrir à l'international plus que ça. Là. Si on est partenaire, Jeff, avec les Américains, de temps en temps, on peut peut-être, si on veut s'aider, je comprends que c'est toujours, essayons de trouver des travailleurs d'ici, puis quand c'est à la Côte-Nord, puis on dit, il faut prendre des travailleurs de la Côte-Nord. J'ai rien contre l'idée de prendre des gens s'ils sont capables de le faire localement, pour faire travailler le monde, pas de trouble. Mais dans ce cas-ci, c'est un ouvrage qui se multiplie aux États-Unis et ailleurs. Puis les États-Unis, c'est un grand, grand partenaire financier. Est-ce qu'on peut travailler avec eux autres là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce que leur modèle qui nous permettrait... Mais là, est-ce qu'on va se ramasser encore une fois avec toutes nos normes à nous qui coûtent les yeux de la tête, là? Pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit de travailler de nuit, pas le droit de travailler la fin de semaine. On travaille le pont on fait du 9 à 5 avec ça. Ça finit plus, c'est long, c'est compliqué. Il y a pas si on pense que c'est... Comment ça se fait que ça va prendre 2, 3, 4 ans? Moi, il y a de quoi qui me dépasse là-dedans. Fait on en arrive encore une fois à un pont. Puis le prix, oui, le prix, c'est majeur. Mais comment? Puis là, ça me ramène au toit du stade récemment. Là, tu as rendu compte aussi que la façon avec laquelle c'est géré au Québec, c'est tout le temps action-réaction. Le gouvernement sort, puis là, à Montréal, le toit, ça a chialé 2 jours, mais là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que le toit, c'est l'autre affaire, d'1 milliard, 800 millions, je sais pas. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est une par-dessus l'autre. Comment on va faire pour tout bâtir puis tout arranger à ces prix-là? Voyons, ça peut pas tenir. Qui disait, il y a un stade où ils ont refait le toit rétractable, puis ça a coûté 120 millions. Nous, ça coûte 1 milliard. Ça fait 3 fois qu'ils le refont. Au moins, il a été brisé, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas, mettons que c'est la 2e, ou moi, je dirais 3e fois qu'on refait le toit du stade à Montréal. Mais on dirait que... Puis en même temps, comme on n'est pas des spécialistes, Jeff, on se dit, mais ça me semble c'est cher, mais on est... Oui, mais on n'est pas des spécialistes, mais on a 2 mains pour taper des affaires sur le goût. Ça va assez bien, là, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis découragé quand je vois ça. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous en passer et nous faire croire que c'est normal. Ben, ils nous en passent pareil. Je sais. C'est que tu veux qu'on fasse. Tu sais, le stade, ils vont le faire. Ils vont le faire. On sait bien que ça n'a pas rapport. Mais si on le démolit, ça va coûter 1 million. Voyons donc. Ouais, mais c'est pas pareil, nous autres. C'est jamais pareil, nous autres. Nous autres, on a un métro. Il y avait un métro à Atlanta aussi, en dessous de l'ancien stade. Il y a un métro en dessous, ça coûte trop cher pour le défaire.
Ouais, mais on a un béton spécial, là, puis si on veut pas que ça explose partout, c'est plus... Nous autres, c'est toujours particulier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Factuellement, c'est faux. Partout dans le monde, c'est des histoires particulières sur chacun des cas, comme nous autres. On n'est pas... Arrêtons de penser qu'on est exceptionnel, que tout ce qu'on fait, nous autres, c'est ce bout-là qui m'énerve. Prends-moi pas pour un cave. Dis-moi, ça coûte plus cher parce que tout le monde crosse tout le monde. OK, ben voilà pour les deux bouts pour nos pirates sur le live. On en a plus sur le Prime, comme je vous disais tantôt, avec Gilles Parent. On va lancer le week-end tantôt avec notre ami Jerry l'Aubergiste. Ça s'en vient sur Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. On s'en va. Où qu'on s'en va, là? Ouais, c'est où qu'on va, là? En Espagne. Moi, je pense qu'on va en Espagne. Au Portugal. On s'en va en Italie. On s'en va en France. On s'en va en Croatie. C'est pas mal. Oui, en Croatie. Ah, on l'approche. T'approches, Jeff. On est pas loin de là. On s'en va en Grèce. Oh, ça fait... Parce que j'ai reçu justement... Moi, j'adore quand les pirates m'écrivent, quand les pirates écrivent à l'aubergiste. Puis les pirates adorent mes podcasts. Merci beaucoup d'être là. Donc, vous recherchez l'aubergiste sur Spotify, Balados ou sur toutes votre plateforme préférée de streaming. Facile, l'aubergiste. Vous allez aimer ça. Des petits podcasts, 18-20 minutes, intemporels. On parle de voyage, on parle de soleil, on parle de vino, de bouffe, etc., etc. Et pour la chronique vino de Radio Pirate, ben c'est simple. Radiopirate.com, les chroniques sont là, les chroniques antérieures. Donc, tu vas les fouiner un peu. Des fois, tu sais, l'aubergiste a parlé de quoi il y a 3 semaines. Vous l'avez. Donc, vous avez tout est là sur radiopirate.com. Puis, c'est ça. Des fois, ça te donne... j'ai pas trop d'idées pour le vin. Tu vas fouiller là. Puis vous allez avoir des idées. Donc, c'est des vins, tout simplement, que j'aime. C'est ça, l'histoire. Et justement, il y a un pirate qui m'a écrit, il dit « L'aubergiste ne va pas souvent en Grèce. » Parce que je pense qu'il s'appelle Jean-François. Lui, il adore la Grèce. Il est allé plusieurs fois. Il a eu ce bonheur-là d'y aller plusieurs fois. Puis c'est un pays magnifique. Là. Mais tu sais, la Grèce, c'est plus loin qu'on pense. C'est-à-dire, la Grèce, c'est quand même 9h15 d'avion aller. Et au retour, c'est 10 heures. Là. C'est en face. C'est ça. La Grèce, quand on revient d'Athènes, là, c'est un 10 heures. C'est pas mal plus loin qu'on pense. Mais les gens choisissent la Grèce parce que c'est le soleil. C'est le pays le plus... Je parle des pays européens ici. Là. C'est le pays le plus ensoleillé d'Europe. C'est ce que j'ai lu. Je parle en nombre d'heures de soleil. La Grèce, c'est la place du soleil. Regarde-toi. Tu vas voir du soleil, tu vas en Grèce. T'es-tu déjà allé, toi? Non, je suis jamais allé en Grèce. Ah, non? Mais j'aimerais beaucoup ça. C'est sur la bucket list. Sauf que la Grèce, il faut faire nos choix à un moment donné. Parce que faut faire tes choix parce que tu as les îles puis tu as le continent. Ouais. Mais les îles, il y a beaucoup d'affaires, puis le continent, il y a beaucoup d'affaires. Tu as le nord qui est fascinant et toute la région d'Athènes. C'est sûr qu'il faut... Quand tu aimes les vieilles pierres, c'est sûr que tu vas triper. T'sais. Justement, les villes antiques, c'est quand tu vois de la pierre qui a été taillée... Ben non, c'est capoté. Là. Non, de la pierre qui a été taillée 2000 ans avant Jésus. Là. Non, c'est malade. Quand on y pense, là, les tailleurs de pierre, c'est capoté. Là. La pierre est taillée avec un... C'est-tu des esclaves, ça, ou des travailleurs? Esclaves. Oui. Hein? Oui. Il n'était pas syndiqué, là. Esclaves bien nourris pour qu'ils travaillent fort, mais esclaves pareil. Ça, c'est logé, nourri, mais tu travailles de la journée. Logé, nourri, tu travailles de la journée, puis quand tu commences à faiblir, ben, ils se débarrassent de toi. Mais ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça pas mal. Parce que veux pas, tu travaillais, tu sais, dans ces époques-là, quand tu travaillais au soleil, le soleil,
Le soleil, il plombait aussi là, dans ce temps-là. Là. Fait que tu n'avais pas de break syndical à 11 heures pour prendre une petite gorgée d'eau. Là. Ça pleurait. C'est une vie pas mal rough. Mais tout ce qu'ils ont fait avec rien, c'est ça l'histoire. Quand tu arrives là, tu vois des temples. Tu te dis comment ils ont fait pour monter ça 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est complètement fascinant, pareil. Mais la Grèce aussi, c'est des îles de rêve, hein, comme Corfou. Corfou ou la Crète. L'île de Crète, c'est une grande île. Crète, c'est de toute beauté. On n'en parle pas beaucoup de Crète, mais on va parler beaucoup des Cyclades, justement, les plus petites îles, des îles volcaniques comme Santorini. Les fameuses images. Les affaires bleues, là? Oui, exactement. Des villages blancs accrochés à la roche avec la Méditerranée en arrière, les toits bleus. Les villages blancs au complet. Blancs parce que ça repousse la chaleur, parce que le soleil plombe. Si le village était beaucoup plus foncé, ça serait épouvantable dans des maisons. Là. Donc, eux autres, puis il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'air climatisé. On s'entend-tu? Et puis, on parlait de bouffe dans le show un peu avant. Là. Tu sais, la nourriture en Grèce, tu sais, le régime méditerranéen. Le régime, oui. Eux autres, c'est encore beaucoup de poissons, beaucoup de fromage maigre, beaucoup de légumes. Donc, c'est un pays de toute beauté. C'est un pays, tu sais, c'est un pays des dieux. Les dieux grecs, les déesses, mais c'est un pays comme ça. Puis justement, le pirate, là, je veux y faire plaisir aux pirates. Parce que j'ai fait un podcast qui s'appelle Péloponnèse. Donc, c'est une région, justement, c'est un podcast que vous pouvez l'écouter. Là, je vais peut-être revenir plus souvent sur les vins grecs parce qu'il y a des belles découvertes à faire. Donc, la culture du vin en Grèce, ça date de très longtemps, Jeff, de très, très longtemps. Mais l'affaire, c'est que la Grèce est limitée. C'est une terre de roche. On s'entend-tu, là? C'est une terre de roche. Tu vois que les plages en Grèce, c'est particulier. Des fois, tu as une belle petite beach, une crique, mais c'est très rocailleux. C'est une terre de roche. Même dans le nord, c'est une terre de roche. Mm-hmm. Même le Péloponnèse, qui est immense, c'est une terre de roche. Mais tu sais, ils ont des cépages internationaux, comme le Cabernet Sauvignon, mettons, comme le Chardonnay, mais sont reconnus. Ça, c'est tout à fait normal parce que là, ils sont reconnus pour des cépages antiques. C'est comme là-bas, il y avait ça comme ça, les cépages antiques. Tu sais, on parle du Malvasia, du Malagousia, du Rhoditis. Là, tu vas dire, okay, on n'est pas dans le Chardonnay puis dans des noms qu'on connaît. C'est des noms qu'on ne connaît pas. Tu sais. Du Moscofiero. C'est quoi ces cépages-là? Mais c'est ça. C'est plein de cépages historiques grecs. Mon préféré, j'ai pas fait tout le tour. Ça, c'est sûr. Parce que c'est immense. Là. J'en ai goûté beaucoup de vins grecs, là, de toutes sortes de cépages. Et des fois, les vins grecs, ils ont des taux de sucre un peu plus élevés sur certains cépages. C'est pas si pire que ça, là. Mais c'est pas seulement le taux de sucre qu'il y a dans le vin. C'est le goût aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que des fois, le vin est assez sucré, mais au goût, il ne l'est pas bien. Mais là, des fois, tu pognes des vins un peu plus sucrés. T'sais, la Grèce, il faut fouiner un peu, puisque les autres sont beaucoup sur le blanc, un peu moins sur le rouge. C'est normal parce que c'est leur cépage historique. C'est leur cépage historique. Un cépage qu'il faut retenir, c'est l'Assyrtiko. A-S-S-Y-A-R-T-I-C-O. Assyrtiko. Assyrtiko, c'est de toute beauté. C'est extraordinaire. Le look, OK? Donc, quand tu regardes le vin, de l'Assyrtiko, là, c'est assez jaune. Comme, tu sais, des fois, il y a du vin blanc très, très pâle. Il y a du vin blanc très, plus jaune, plus jaune soleil. Là, on est plus jaune or. Vous voyez un peu la jaune or. Et c'est... L'Assyrtiko, là, moi, je suis un maniaque de ça. Il est né où, l'Assyrtiko? Il est né à Santorini, peut-être une des plus belles îles de la Grèce, Santorini. Mais les Grecs, avec le temps, avec les années passées, il y a très, très longtemps, ils l'ont partagé un peu partout en Grèce. Et l'Assyrtiko, qu'est-ce qui est particulier aussi? C'est que c'est du raisin
que même s'il est collecté, comme il est ramassé très, très mûr, il garde son acidité. Ça, c'est Assertico, acidité, ça va vraiment ensemble. Il y a une winery, OK? Il y a une winery qui près de la ville de Patras. Patras, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Dans le Péloponnèse, justement. Ça, Péloponnèse, c'est comme une presqu'île. Tu as Athènes qui est sur le territoire, qui est sur le mainland, mais Péloponnèse, c'est comme une espèce de genre de presqu'île. Puis Patras, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Juste là, à peu près quoi? 40 km de Patras, c'est une winery assez jeune, 1990. L'histoire, en gros, 2 gars, 2 frères, 2 maniaques de vino, ils ont décidé de... l'autre, il n'était pas dans le vin, là, mais c'est 2 fans de vin. Ils ont décidé, ils ont eu du financement, ils ont décidé de partir leur winery qui s'appelle Koukos. K-O-U-K-O-S. Koukos. Ils ont parti de rien. Les gars, ils ont parti de rien. Et ils ont parti, justement, avec des vins organiques. Quand ils ont parti de leur affaire, c'est dans les vins organiques. Et on va dire, c'est pas compliqué, aucun engrais chimique. Puis, ils vont engraisser les terres, autrement dit, avec du fumier d'animaux, les fermes qui sont autour de leur winery. Là. Mais leur vin, parce qu'il y en a plusieurs vins. Mais ici, c'est là-bas, il y en a plusieurs. Mais ici, il y a là, le nom du vin, c'est Calogria. K-A-L-O-G-R-I-A. Calogria. Assertico à 100%. C'est pas un mix. Là. 100% Assertico. 12% alcool. 1,9 g de sucre au litre. Donc, pas beaucoup de sucre. Ça fait très, très bien. Mais pour votre crabe, on vous dit crabe, on peut dire crabe. Ou le crabe. Le vrai mot, c'est crabe. On dit crabe. Pour votre plate de sushi, vous allez capoter, là. Donc, c'est un très beau vin, reflet doré, avec des flaveurs. Et c'est ça, la twist, là. Zeste de citron, herbes séchées, puis toujours cette pointe acidulée. C'est un vin qui est très, très digeste. Vous allez capoter, là. Avec du crabe, avec vos sushis, vous allez capoter. Si vous ne mangez pas de poisson... Donc, la vraie prononciation, c'est crabe? Je pense que c'est crabe. Est-ce qu'on dit crabe ou crabe? Ça dépend d'où tu viens. Moi, par chez nous, je viens du bas du fleuve, on disait crabe. Crabe, c'est ça. Ouais. Plus tu te rapproches du crabe, il s'appelle crabe. Oui. À Québec, on dit crabe, mais en réalité, je pense que le monde de la Gaspésie dit crabe. OK. Le monde des maritimes vont dire crabe. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Mais ça peut être excellent aussi avec brochette de poulet. Tu dis, brochette de poulet, Jerry, ça peut être des poitrines de poulet. Là. Mais des cubes de poitrine de poulet que vous faites mariner, mais dans votre marinade avec du citron. Donc, on prend du yogourt grec. Yogourt grec nature. Vous allez sur le web, vous allez trouver tout de suite des recettes de ça. Là. Yogourt grec nature, du jus de citron, un peu d'ail haché, un peu d'orégano. Vous mettez vos cubes de poulet ou votre poitrine de poulet. Parle encore de bouffe. Okay. Et vous la faites mariner dans un sac de plastique. Tu mets le poulet là-dedans. Yogourt grec nature, jus de citron, ail, origan. Et tu fermes ton Ziploc. Et là, tu le laisses aller pour un 24 heures de marinade. Après ça, tu vas embrocher tes morceaux de poulet puis tu mets ça sur le charcoal. Non, c'est un peu là. Avec un calogria assertico. Puis avec ça, tu vas servir quelque chose de très, très simple. Là. Ça peut être des patates grecques. Là, on les aime-tu, patates grecques? Oui, mais ça peut être même une simple... Les Grecs, ils mangent beaucoup des simples salades, des tomates en cubes avec des concombres, avec une petite vinaigrette. Un peu de feta? Oui, et voilà. Et là-dessus, tu vas égrener juste un petit peu de feta avec concombre, tomate. Juste ça que sur le side. Moi, j'ai du feta dans toutes mes salades. Ah oui, feta, c'est fantastique. Feta, c'est fantastique. Puis des fois, justement, le feta, des fois, ça va même remplacer ta vinaigrette. Dans le sens qu'en l'égrenant, ça va donner le petit côté salé, puis un peu humide, un peu, là, tu sais. Puis des fois, tu te dis, juste une petite salade, j'ai un peu de feta,
Puis tu vas me dire, des fois, j'ai même pas besoin de mettre d'huile. J'ai le feta, mais avec le calogria, soit que vous êtes dans le crabe, dans le sushi, ou dans le poulet, justement, mariné à la grecque, là, marinade grecque, vous allez capoter, là. Parce que ce vin-là, justement, il y a une flaveur de zeste de citron agréable. Jeff, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Donc, on est en Grèce. Je vais faire plaisir au pirate qui m'a écrit. Le calogria, quoi, c'est 20 sur les 15. Donc, on s'entend-tu? On est pas mal là-dedans aujourd'hui dans le 20$, puis vous allez adorer ça. Il y en a pas, il y en a étendu au Québec, là. Il y a des bouteilles un peu partout, mais il n'y a pas des grosses quantités dans les SEQ. Des fois, c'est 5, 6, 7 bouteilles. Là. Il n'y a pas 10 caisses par SEQ. C'est assez éparpillé, mais je pense que vous allez adorer le calogria. Mais, une chose qu'il faut dire, c'est pas une bouteille de vin que tu vas acheter et que tu te dis « Ah, je vais la boire dans 5 ans. » Non. C'est du vin qui se boit là. Je pense que c'est du 2021 ou 2022 qu'il y a la SEQ. Donc, ça se boit tout de suite. C'est pas du vin qui va vieillir, mais vous allez adorer le calogria. Ça lance le week-end, les amis. Yes! Ça lance le week-end officiellement parce que nous, on est les premiers à lancer le week-end. Les premiers en Amérique du Nord, c'est Radio Pirate parce que nous autres, on travaille pour la fin de semaine. On travaille la semaine pour la fin de semaine. We are working for the weekend, comme le disait Loverboy. Eh bien, c'est fait grâce à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion. On va revenir dans quelques instants pour un autre petit bout sur le Prime et le Live avec Nicolas Gagnon qui va nous faire le tour du dernier budget fédéral. Nicolas est extraordinaire. On l'a avec nous après. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Si vous voulez suivre tout ce qui se passe, regarde, Nicolas est sur X, une des bonnes manières de voir ce qui se passe avec la Fédération. Ou encore, vous allez directement sur le site web, contribuable.ca, contribuable avec un S. Semaine de budget, mon ami Nicolas, semaine de budget. Parle-nous donc un peu de... J'aime ça quand le Journal de Montréal et les journaux de Québécois, ça ne leur arrive pas souvent, mais je trouve que le texte qu'ils ont ce matin sur le couple âgé assez pauvre, on va le dire, nous montre que tout ce que la gauche nous raconte depuis 48 heures, en fait, moi j'en parle depuis le début de la semaine parce que ça avait coulé cette affaire-là, comme de quoi que le gain en capital, c'est pas vrai que c'est juste des riches, là. C'est pas juste des riches, là. Il y a des gens avec des plex qui vont voir leur retraite coupée de, tout dépendamment de la valeur du plex, mais mettons, c'est 8 000 du 100 000. Donc, dans leur cas à eux, c'est 28 000 de moins que le fédéral va prendre et va brûler dans quelque chose qui ne reviendra anyway pas dans la société, que ces gens-là ne bénéficieront pas. Donc, c'est catastrophique, l'histoire du gain en capital. C'est carrément catastrophique parce que ça démontre à quel point M. Trudeau là, il est carrément déconnecté de la réalité. On s'entend que, je veux dire, le budget est extrêmement dépensier. On était à 535 milliards de dollars en dépenses cette année. C'est 38 milliards de dollars de plus que l'année dernière. Juste pour vous donner une idée, il n'y a aucune tentative de ralentir les dépenses. Et on essaie de justifier cette accumulation de dépenses en disant, on va s'attaquer aux plus riches. Il faut que les plus riches fassent leur part. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté, en fait, pour eux. C'est comme si on avait rajouté un mécanisme qui vient essentiellement faire de la justice. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mettons quelqu'un de gros, là. Il dit, bon, là, je suis gros, puis la seule moyen que je sois moins gros que la moyenne, c'est que je fasse manger les gens plus alentour de moi. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Donc, tout le monde va grossir. Je vais avoir l'air moins gros qu'à partir de maintenant. Alors que c'est le contraire. Si tu veux faire quelque chose, mange moins, fais de l'exercice, fais-toi maigrir. Mais le gouvernement est incapable de ça. C'est ça. Le gros problème, c'est qu'en ce moment, le gouvernement n'a aucun problème de revenus. C'est un problème de dépenses, ça, qu'on s'entende. C'est aussi vrai au fédéral qu'au provincial qu'au municipal. Dans ce cas-ci, encore une fois, tu vois, il n'y a aucune tentative de faire le ménage. On a créé un paquet de programmes. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez inusité. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du Canada auparavant. Un premier ministre qui fait une tournée pré-budgétaire, qui fait ce qu'on appelait à certains endroits un striptease budgétaire. Dans le fond, il se présentait à une place puis à une autre, puis il annonçait des nouvelles mesures. 1 milliard pour les repas dans les écoles, le
nouveau programme de santé, le programme de médicaments, programme de santé dentaire. On arrive en plus avec des annonces pour la création de l'Institut de l'intelligence artificielle, 2,4 milliards à droite puis à gauche. On ajoute, vraiment, il y a eu c'était une tournée comme si on était en période préélectorale plus qu'autre chose. Là, il a créé un paquet de nouveaux programmes de dépenses, en plus de maintenir le rythme des dépenses de ce qui avait déjà été créé au courant des précédentes années. Il faut rappeler que c'était le 9e déficit ou c'est le 9e budget dans le rouge. Fait qu'il n'y a jamais eu de correction à aucun niveau à ce niveau-là. Et d'un autre côté, on augmente les taxes. On a augmenté la taxe sur le carbone le 1er avril. On a augmenté également la taxe d'assises sur l'alcool. On a augmenté les taxes sur le tabac. Et on augmente également le taux d'inclusion pour la taxe sur l'impôt sur le gain de capital en disant que cette fois-ci, on doit faire payer les plus riches. C'est comme si c'était une question de justice. C'est comme si le Canada, en ce moment, il manquait d'argent parce que les gens riches, dit-on, ne payent pas assez d'impôts. Alors que dans ce cas-ci, comme tu l'as mentionné, on va vraiment créer deux problématiques. La première, c'est qu'en ce moment, avec l'économie qui stagne au Canada, avec l'état des finances publiques, la dernière des choses qu'on est supposé faire, c'est ajouter des contraintes supplémentaire sur l'investissement. Puis là, dans ce cas-ci, on s'entend que quelqu'un qui veut venir investir au Canada, il se dit pas, nice, il augmente le taux d'inclusion sur le gain de capital, ce qui veut dire qu'au lieu de payer 50% de mon bénéfice, je vais payer 66% de mon profit. Puis au final, ça va être de moins en moins intéressant. Puis ça, c'est le genre de mesure que beaucoup d'investisseurs étrangers et locaux regardent et disent, c'est pas intéressant. Puis la preuve, c'est pas juste des gens comme nous qui le disent. Tu as l'ancien ministre des Finances de Justin Trudeau, Bill Morneau. Il est sorti hier. Puis il a carrément dit à quel point ce budget-là était en termes de dépenses, c'était affreux. D'un autre côté, quand on regarde tous les mécanismes qui ont été rajoutés, les différentes taxes, les différentes Lui, il dit que c'est battu à chacun des budgets avec eux autres pour laisser le gain en capital à ce niveau-là, que ça fait des années qu'eux autres veulent. En fait, lui, il est parti parce qu'il voyait qu'il était entouré il était entouré de deux de piques, là. Fort possiblement. Tu sais, Bill Morneau n'était pas non plus parfait. On s'entend qu'entre 2015 et 2019, c'est quand même. Il a été le ministre des Finances qui a aussi donné un feu vert à ces différents déficits. Là. Ça fait quand même de plusieurs années qu'on en accumule. Mais là, une affaire aussi qui nous a pas mal surpris, puis je pense que c'était comme la cerise sur le sundae, ou pas vraiment un sundae rendu là, il goûte pas très bon, mais il n'en reste que l'élément le plus perturbant du budget, c'est 54 milliards. Ça, c'est le montant qu'on paye en intérêt sur la dette au Canada cette année. Essentiellement, à chaque semaine, on paye 1 milliard en intérêt sur la dette. Wow. Puis quand tu regardes les colonnes de revenus puis de dépenses, tu réalises que le Canada, le gouvernement va techniquement chercher autant d'argent en revenus sur la TPS, 54,1 milliards en 2024, qu'on va payer en intérêt sur la dette, qui est 54,1 milliards également. Wow. Fait que là, tu arrives à la conclusion, on se rappelle, il y a un certain premier ministre, Brian Mulroney, qui est décédé récemment. Lui, il a créé la TPS dans les années 90 en bonne partie pour aider à renflouer les coffres du gouvernement fédéral à cause de la crise des finances publiques que connaissait le Canada dans ces années-là. Il a créé la TPS, ça n'a vraiment pas été populaire. En fait, la FCC est née à cause du combat contre la TPS. Fait que ça donne une idée. Et 30 ans plus tard, on est rendu à utiliser la TPS exclusivement pour payer les intérêts de la dette. C'est pour vous donner une idée à quel point on est parti loin. C'est sûr que quand on regarde tous les autres chiffres, la dette du Canada en 2015, c'était 616 milliards. Cette année, c'est 1255 milliards. Tu regardes les déficits, on est encore à 40 milliards. Oublie le retour à l'équilibre budgétaire avant 2040. Ça, c'est dans les pronostics les plus optimistes. Fait que là, je pense que la réaction est de plus en plus généralisée parce que le monde réalise à quel point, d'une part, le gouvernement, il nous enfonce dans le rouge comme ça se peut pas. Les générations futures sont dans le trou, puis oubliez ça, parce que à ce niveau-ci, il faut soit faire des coupures drastiques ou le gouvernement va aller chercher d'autres revenus, puis il a pris cette avenue-là. Et d'une autre part, on rend le Canada encore moins compétitif, encore moins attrayant, où est-ce que le développement est de moins en moins intéressant, puis on s'attaque au fameux... Oui, mais le gouvernement canadien n'est pas endetté par rapport à son produit intérieur brut quand on compare avec d'autres pays, comme entre autres les États-Unis. Sauf que, je veux juste éclairer de quoi là-dessus. Là. C'est que le fédéral n'est pas responsable des dettes des provinces tant que ça. Là. C'est pas calculé dans sa dette. Les provinces sont... Alors que les États américains n'ont pas le droit d'être en dette. Donc, ils sont obligés, sont backés par Washington. Puis, bon, c'est un système qui est complètement différent. Donc, nous, quand on regarde juste la dette du pays,
on oublie que là-dedans, il n'y a pas la dette du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, les 10 gouvernements provinciaux ont sur leur charge les dettes de toutes les villes à travers. Donc, je veux dire, ce qu'on voit là, c'est une partie de la dette. Ce n'est pas la dette, c'est une partie de la dette de où on vit. Là. Ça, il ne faut pas oublier ce bout-là. Je vois beaucoup de haine contre les gens les gens fortunés. Ça, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, on a. Puis le plus drôle, c'est la gauche jeune que je vois sur X. Probablement les mêmes qui marchent contre Israël et pour la Palestine. Des gens qu'on invite à aller faire un tour en Palestine une couple de semaines juste pour voir s'ils vont ressortir. Mais ces jeunes-là détestent les riches. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas riches pour rien. Oh, ils font juste jouer au golf, ils font rien. C'est une gang de fainéants, ils font rien de leur journée. Ouais, mais si on monte en haut et ils ont le temps de jouer au golf la semaine pendant qu'ils travaillent, c'est parce que d'après moi, ils ont accompli quelque chose de pas pire. D'après moi, ils sont peut-être pas si mal que ça. Est-ce que les riches vont finir par... Tu sais, une fois que tu es rendu à 51-52% d'imposition au Canada dans certaines provinces, dont le Québec, qu'en plus, tes écœurs à chaque fois qu'ils font des gains avec de l'argent qui a déjà été imposé, est-ce que c'est les riches Canadiens, on comprend pour les investisseurs étrangers que ce n'est pas très attrayant, mais est-ce que les riches Canadiens ont le moyen de diversifier leur investissement et d'aller à l'extérieur puis de ne pas être fiscalement tenus de payer ça? Est-ce que les capitaux peuvent sortir? Ouais, je pense qu'il y en a une bonne partie qui doivent y songer présentement. C'est clair. En plus, tu sais, la fameuse modification sur l'impôt sur le gain de capital, ça rentre en vigueur seulement à partir du 25 juin. Fait on peut s'attendre à ce qu'il y ait bien du dumping ou bien des ventes qui aient lieu d'ici le mois de juin pour s'assurer de ne pas être sous ce nouveau régime-là. D'autre côté, c'est aussi qu'on a une image assez décousue de ce qu'est être un riche, en fait, parce que au Canada puis au Québec, pour nous, un riche, en général, là, c'est quelqu'un qui est millionnaire, puis ça s'arrête là. Mais une affaire qu'on considère un peu moins, c'est à quel point il y a effectivement plus de riches qu'on pense si on se base juste sur le barème d'être millionnaire. Parce que techniquement, la moitié des Canadiens sont millionnaires. Ça a l'air À cause de niaiseux, leur maison. mais à cause de leur maison, puis leur fonds de pension, puis les quelques actifs à droite et à gauche, la plupart d'entre eux sont au-dessus d'1 million. Ben, du moins plus de 50%. Mais sinon, quand on regarde la liquidité à laquelle ils ont accès, non, c'est pas ils n'ont pas les avoirs qui leur permettent de vraiment être considérés comme riches. Mais tu l'as mentionné au départ, il y a beaucoup de personnes dans les années 80, 70-80 et même 90 qui ont commencé à plutôt investir dans l'immobilier plutôt que de mettre directement dans leur fonds de pension pour justement aller chercher un fonds de pension qui est un peu plus intéressant via de l'immobilier, justement ensuite revendre le bloc ou simplement le garder sous location pour avoir des revenus, à perpétuité à une fois à leur retraite. Et on s'entend que ces blocs-là, comme la plupart de n'importe quelle forme de propriété immobilière au courant des dernières années, ben ça a augmenté en valeur pas à peu près. Je veux dire, juste la maison, la maison secondaire que ma mère a achetée en 2013, ça valait pas loin de 200 000. Aujourd'hui, ça vaut au-dessus de 500 000. Et ça, c'est quasiment juste avec l'augmentation des prix du marché essentiellement. Et là, tu te dis que ces personnes-là, pour avoir fait le choix d'épargner de l'argent qui a déjà été taxé, entendons-nous, l'argent qui a été investi pour acquérir de l'immobilier ou un terrain ou autre, ça a déjà Mais ça, été la taxé. gauche, je veux rien avant savoir de d'être ça en investi. passant. Mais ça, la gauche, Puis je veux là, rien entendre. Nick, la gauche, je veux rien entendre de ça. Oh, c'est pas parce que tu te sers de l'argent qui a déjà été... parce qu'eux autres, c'est taxation à l'infini. Hein. Donc, eux autres, cet argument-là, ils jettent ça du revers de la main là, en une seconde, sans argument nécessairement, juste en disant, non, tu as pris ton argent, tu as fait un gain, tous les gains, peu importe, doivent être taxés. C'est comme ça, c'est le même. Puis on s'en fout si c'est de l'argent net ou pas net. Ben, c'est ça. Ben, ça envoie ça envoie un très mauvais message aux épargnants qui se disent: «Ben, écoute, non seulement je me fais taxer sur l'argent que j'épargne, mais en plus je me fais taxer davantage quand j'essaie de faire un profit avec mes investissements». Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être bien des gens qui vont commencer à s'intéresser à la Floride, puis à la plupart des États américains dont généralement leur taux d'imposition, va être plus aux alentours du 20 pour le gain de capital. Donc, tu sais, déjà que le Canada, c'est pas vu comme étant une manne à investissement par rapport à son voisin américain. C'est le genre de mesure qui va faire en sorte que là, on pourrait effectivement voir certains riches s'en aller. Ça serait pas la première fois. On se rappelle en France, en 2011, quand c'est François Hollande qui avait été élu président de la France à ce moment-là, un président socialiste, il avait fait des annonces par rapport, durant les élections, par rapport à l'imposition sur le gain de capital. Et qu'est-ce qu'on a vu le lendemain de son élection? On voyait des Ferrari faire la file pour s'en aller de la France aux frontières vers la Suisse et autres. Donc, c'est un peu caricatural, mais est-ce que ça va arriver au Québec, au Canada? Peut-être pas comme l'image comme celle que je viens de décrire à l'instant, mais on peut voir effectivement des fuites de capitaux au courant de la prochaine année, ça c'est sûr. Wow. Mais c'est surtout
C'est surtout que c'est fait dans un timing tellement bizarre, où ce que on est en problème de porte pour louer des appartements. On a besoin que... C'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Oui. Tu dis, bon, il y a quelqu'un qui a trouvé un terrain quelque part, dans une banlieue on va parler du Canada au complet, mais on va rester au Québec. Mettons, dans la banlieue de Montréal, quelque part, quelqu'un a un terrain. Puis là, ben, il se dit, écoute, j'ai un avantage fiscal. On vient de couper à 25 % au lieu de 50 le gain en capital. Donc, je suis motivé à prendre de l'argent de l'argent à moi, personnel, puis acheter ce terrain-là, puis aller à la banque, puis aller me chercher 1 200 000 pour bâtir un bloc de 4 portes que je vais faire un bel appartement, puis on va être capable avec les coûts de construction puis le coût du terrain, on va essayer de rendre ça à peu près à 1600 $, de l'appartement, puis écoute, on y va. Comme on faisait dans les années 70, c'est ça qu'on a besoin là. On manque de portes. Il faut motiver les gens qui ont des skills, les gens qui sont dans la construction, qui ont un peu d'argent. On doit les motiver à ne pas aller sur le Bitcoin, à ne pas aller en bourse, à ne pas aller dans les rendements que les pays vont vous donner avec leur taux directeur qui est élevé. Il faut les attirer à bâtir des logements. Mais là, on a tellement en tête de juste bâtir des logements russes ou soviétiques qu'on ne pense pas à ce côté-là. Mais je veux dire, quelle est la motivation de quelqu'un de dire, je vais prendre 100 000 dans mon compte pour aller me chercher un emprunt de 1 million, puis c'est plus que ça, il y a besoin de 200 000, c'est 20 %. Pour aller me chercher un emprunt, puis je vais bâtir un bloc, puis je vais l'opérer pendant 25 ans, puis ça va être mon fonds de pension. Ils n'ont aucun incitatif et il n'y a rien qui incite ces gens-là à le faire comme on le faisait dans les années 60-70. Je veux dire, le timing ne peut pas être plus dégueulasse, là, sérieux, là. Absolument. Puis, tu sais, on parle de construire des maisons puis de la motivation de les construire. Entendons-nous sur une chose, là. Cette motivation-là est en train d'être prise entre les mains des gens qui sont supposés, je veux dire, le privé est supposé être le main driver de l'immobilier, là. Et ça tombe entre les mains des ambitions du gouvernement présentement. Dans le dernier budget, ils ont annoncé qu'ils veulent se donner comme ambition, justement, de construire 4 millions de portes d'ici 2030. Puis c'est drôle parce que, bon, ça a l'air le fun, c'est une belle annonce, tout le monde a hâte d'avoir des nouvelles portes, des nouvelles maisons. Bon, d'ailleurs, d'abord, je veux dire que c'est gouvernemental, donc on peut pas vraiment déterminer si on va parler de maison ou on va parler de logement, comme tu l'as mentionné, style un peu soviétique. D'une autre part, ça vient du même gouvernement qui, en 2019, nous annonçait qu'il allait planter 2 milliards d'arbres. Puis en 2023, on a appris qu'ils en ont juste planté 5 % de ces 2 milliards d'arbres-là. Et cet objectif-là, il l'avait fixé pour 2030 également. Donc, le gouvernement qui n'est pas capable de planter des arbres me dit qu'il va construire 4 millions de maisons d'ici 2030. Si tu fais le calcul rapidement, c'est comme si chaque province construisait à chaque 15 minutes quasiment une nouvelle maison, là. Puis je pense que ça serait... Ça, c'est si on rentre dans les temps, puis on est dans un approximatif de ce type-là. Fait que, tu sais, c'est impensable de penser que le gouvernement, actuellement, il sera en mesure de développer autant de maisons en aussi courte période. Et au final, pour revenir à ces questions d'imposition, de gain de capital et autres, c'est que le gouvernement va chercher des revenus supplémentaires, c'est bien beau, mais quand tu regardes les dépenses du dernier budget, il va juste littéralement pisser cet argent-là le lendemain, là. Ils vont chercher 9 milliards de dollars supplémentaires avec l'imposition sur le gain de capital. Ils veulent aller chercher pas loin de 40 millions de dollars sur la hausse de la taxe d'assises sur l'alcool. Tu fais le calcul, OK, ils vont chercher pas loin de 12-13 milliards de dollars supplémentaires en revenus, mais ils ont ajouté 37 milliards de plus en dépenses cette année. Puis on a un déficit de 40 milliards. Puis ça, c'est présentement, si on ne tombe pas dans un ralentissement économique où est-ce qu'effectivement le gouvernement se mettrait à dépenser davantage sous couvert de, il faut garder des emplois, faut continuer à investir dans l'innovation. Il va trouver on s'entend que Trudeau, il manque jamais d'imagination pour dépenser l'argent des contribuables. Mais ça, dans l'optique conservateur actuelle, je veux dire, tout l'argent qu'il va chercher en nouveaux revenus est déjà dépensé. Fait que c'est ça qui est encore plus irresponsable au final. Puis je comprends pourquoi il y a bien du monde là, que depuis quelques jours, depuis que le budget est sorti, on se demande où est-ce qu'on va mettre notre argent dans la prochaine année, là. Nick, merci, t'es bien fin. On te suit sur X en passant. Donc, yes. Contribuable.ca avec un S également si vous voulez avoir plus de détails. Mais tu refiles pas mal toute l'info du site ou des nouvelles infos sur ton X, hein? Oui, absolument. OK. Donc, allez voir Nicolas Gagnon sur X. On fait une pause, on revient dans un instant sur Radio Pirate, OK?
every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.